Bienvenue sur le podcast de Philippe pour une nouvelle Deep Dive. Ah oui, Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde des robots humanoïdes et de l'intelligence artificielle. un sujet passionnant. Ah ça oui, on a plusieurs sources intéressantes à explorer. D'abord, on a un article du magazine Industry and Technologies qui parle de la conférence Humanoid 2024 qui s'est tenue à Nancy. Oui, j'ai lu cet article très intéressant. Et en plus, on a deux vidéos YouTube. Une de Reuters qui se penche sur la course mondiale aux robots dopés à l'IA et l'autre de la chaîne locale ici si c'est Nancy.fr qui nous emmène directement à la conférence. Deux points de vue complémentaires. Exactement. Et la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la réalité de ces robots est à la hauteur de tout bruit qu'on entend sur l'IA? Ah, la fameuse question. Tout le monde en parle, mais est-ce que ça marche vraiment? C'est ça. Bon, on commence par l'ambiance à la conférence Humanoid 2024. L'article d'Industry and Technology décrit une atmosphère orientée électrique. Plus de 700 participants, une foule de robots, du jamais vu apparemment. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que même les industriels, qui étaient plutôt sceptiques avant sur l'utilité des robots humanoïdes, commencent à s'y intéresser sérieusement. Oui, on dirait que le vent tourne. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Des entreprises comme Tesla, Figure ou Boston Dynamics, qui font beaucoup de bruit dans les médias, n'étaient pas présentes à la conférence. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu paradoxal, non? Elles sont très présentes médiatiquement, mais absentes des grands événements scientifiques. C'est un point que souligne Serena Evaldi, une chercheuse reconnue dans le domaine, dans la vidéo de Reuters. Elle dit quoi exactement? Elle dit que ces entreprises n'ont jamais présenté leurs robots à la communauté scientifique. On n'a que leur vidéo marketing très léchée, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Alors, est-ce qu'il y a un décalage entre le marketing et la réalité? C'est une bonne question. Oui, c'est troublant. Bon, et si on parlait du rôle de l'IA dans tout ça? On entend partout que l'IA va révolutionner la robotique. Robots qui apprennent, qui prennent des décisions, qui font des choses de plus en plus complexes. Est-ce que c'est vraiment pour demain? L'IA est effectivement la clé de cette révolution. Mais attention, Serena Evaldi nous met en garde dans la vidéo de Reuters Contre quoi? contre l'enthousiasme excessif. Elle explique que les large language models, ces fameux modèles de langage dont tout le monde parle, sont très gourmands en énergie. Est-ce que c'est viable pour des robots qui sont censés être mobiles et autonomes? Pas si sûr. D'accord. Et l'Europe dans tout ça? On a l'impression qu'elle est un peu à la traîne par rapport aux USA et à la Chine. Oui, c'est une observation qu'on retrouve dans la vidéo d'ici Nancy.fr. Ils disent quoi? Ils disent que l'Europe est très forte en recherche fondamentale, mais que l'investissement dans la recherche appliquée et dans l'industrie n'est pas au niveau de ses concurrents. Ah oui, le fameux problème du passage de la recherche à l'industrie. Et du coup, on se retrouve avec deux visions de l'innovation qui s'opposent. D'un côté, on a l'open source, comme le défend NRIA. De l'autre, on a le modèle des big tech, avec Google et son projet OpenX Embodiment. Oui, deux philosophies très différentes. Arm a mis sur le partage des connaissances, sur la collaboration ouverte. Google, avec son projet OpenX Embodiment, veut créer un modèle d'IA universel pour tous les robots. C'est ambitieux. Très ambitieux. Mais Serena Evaldi s'interroge. Est-ce que ces modèles, qui demandent une puissance de calcul énorme, seront utilisables par des équipes de recherche plus petites, avec moins de moyens? Bonne question. Et puis Google, qui sponsorise la conférence humanoïde, demande aux labos de lui fournir leurs données pour entraîner ces modèles. C'est un peu le jeu du « donnez-nous vos données et on vous donnera nos modèles ». Oui, sauf que si ces modèles nécessitent des milliers de processeurs pour tourner, quel intérêt pour les chercheurs qui n'ont pas ces moyens? C'est là que l'approche d'INRIA, basée sur l'open source et la modularité, prend tout son sens. Au lieu de tout miser sur un seul modèle ultra puissant, ils développent des outils et des modèles plus légers, plus adaptables, qui peuvent être utilisés par un plus grand nombre de chercheurs. C'est intéressant. On a donc deux philosophies qui s'affrontent. L'avenir nous dira laquelle sera la plus efficace. Exactement. C'est un débat passionnant. Et justement, cette conférence humanoïde, elle est intéressante parce qu'elle montre bien la diversité des approches dans le domaine de la robotique humanoïde. On a parlé des géants américains, mais il ne faut pas oublier les initiatives européennes. Ah oui, absolument. L'article d'Industry and Technologies met en avant la présence d'INIA, l'Institut français de recherche en sciences du numérique. Ils ont présenté une douzaine de projets à la conférence. Oui, INRIA est très active dans ce domaine. Des projets qui vont des neuroprothèses motrices aux robots souples, en passant par la déformation d'objets 3D. Ils explorent vraiment beaucoup de pistes.
Et ce qui est marquant, c'est leur engagement pour l'open source. Ah oui, complètement. Ils ont développé Pinocchio, un moteur de calcul open source pour contrôler le mouvement des robots. C'est utilisé dans la recherche et même dans l'industrie. Ça change des modèles propriétaires des big tech, non? Oui, c'est une approche plus ouverte, plus collaborative, et ça se voit dans d'autres projets aussi. Par exemple, ils ont SOFA, un outil de simulation mécanique d'objets déformables. Lui aussi en open source. C'est une vraie philosophie, ça. Le partage des connaissances, la collaboration, c'est essentiel pour faire avancer la recherche, surtout dans un domaine aussi complexe que la robotique humanoïde. Oui, la robotique humanoïde, c'est un domaine qui demande des compétences très variées. Mécanique, électronique, informatique, intelligence artificielle. C'est en mettant en commun les expertises qu'on peut progresser plus vite et plus efficacement. Et cette collaboration, elle ne se limite pas à la recherche. On voit aussi des initiatives au niveau industriel. Par exemple, il y a le partenariat entre Inhiria et Unitree Robotics, une entreprise chinoise spécialisée dans les robots quadrupèdes. Ah oui, je connais Unitree. Ils font des robots très agiles. Ensemble, ils ont développé un robot quadrupède capable de rester stable malgré des perturbations. C'est une belle illustration de ce qu'on peut accomplir en combinant l'expertise française en contrôle du mouvement et le savoir-faire chinois en fabrication de robots. Oui, c'est un bel exemple de collaboration internationale. Et la vidéo d'ici, dsc-nancy.fr, nous montre bien cette dynamique de collaboration avec des exposants venus du monde entier, des startups aux grandes entreprises. Oui, c'est une vraie vitrine internationale de l'innovation en robotique. Des robots de toutes formes et de toutes tailles. Des robots mobiles, des robots humanoïdes, des bras manipulateurs, des drones. Et on sent un vrai engouement du public, surtout des jeunes générations. Ils sont fascinés par ces machines. C'est encourageant pour l'avenir de la robotique. Oui, c'est important de montrer aux jeunes les possibilités offertes par la robotique et l'IA, car ce sont eux qui construiront le monde de demain. Et pour construire ce monde, il faut si bien comprendre les enjeux éthiques et sociétaux liés à ces technologies. Tout à fait. On ne peut pas se contenter de développer des robots toujours plus performants. Il faut réfléchir à leur impact sur nos vies, sur notre travail, sur nos relations. Oui, c'est un débat complexe, mais essentiel. Les chercheurs, les scientifiques ont un rôle à jouer pour alerter sur les risques potentiels. Oui, et c'est ce que fait Serena Evaldi dans la vidéo de Reuters, quand elle met en garde contre les dangers d'une IA trop puissante, incontrôlable. Elle rappelle que l'IA doit rester au service de l'humanité et non l'inverse. Exactement. C'est un message important à retenir pour tous les acteurs de ce domaine, chercheurs, industriels, décideurs politiques. L'avenir de la robotique et de l'IA se joue aujourd'hui. Il faut faire les bons choix pour un futur où l'homme et la machine pourront coexister harmonieusement. Et pour faire ces bons choix, il faut s'informer, débattre et changer. C'est justement ce qu'on essaye de faire avec le podcast de Philippe. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne rien manquer de nos prochaines Deep Dives. Et si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de liker cet épisode. Et pour ceux qui souhaitent soutenir mes projets, je lance une campagne de sociofinancement pour ma prochaine exposition photo. Le lien est dans les commentaires. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration. On a beaucoup parlé d'innovation, des collaborations, mais au fond, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la réalité des robots humanoïdes est à la hauteur de toutes ces promesses? Oui, est-ce qu'on n'est pas en train de fantasmer un futur qui n'arrivera jamais? C'est ça? On voit des vidéos spectaculaires, on entend des discours enthousiastes, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'on voit vraiment dans les labos, dans les usines? L'article d'Industry and Technology nous donne quelques indices. Il y a un engouement certain, c'est clair. Le nombre de participants à la conférence humanoïde en témoigne. Oui, plus de 700 personnes, c'est impressionnant. Mais il y a aussi beaucoup de prudence. Les industriels, même s'ils commencent à s'intéresser aux robots humanoïdes, ne se précipitent pas. Ils attendent quoi? Ils attendent de voir des applications concrètes. Des preuves que ces robots peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée. Ah oui, le fameux retour sur investissement. Exactement. Et c'est là qu'on retrouve cette fameuse question du décalage entre le hype et la réalité. Entre les promesses et les résultats. Exactement. On a l'exemple de ces entreprises américaines, Tesla, Figure, Boston Dynamics, qui font la une des médias avec leurs robots humanoïdes, mais qui ne les présentent pas à la communauté scientifique. C'est bizarre quand même. Oui, on peut se demander pourquoi. Est-ce qu'elles n'ont pas confiance en leurs produits? Est-ce qu'elles craignent que la réalité ne soit pas à la hauteur de leurs promesses? Mystère. Ce qui est sûr, c'est que cette conférence humanoïde a mis en lumière une autre réalité, la diversité des approches et des projets. Oui, on l'a bien vu. Il n'y a pas un seul modèle de robot humanoïde, une seule façon de les concevoir et de les utiliser. C'est pas un marché uniforme, quoi.
Pas du tout. On a vu des robots très sophistiqués, d'autres plus simples, des robots conçus pour l'industrie, d'autres pour la recherche, d'autres encore pour l'assistance aux personnes. Une vraie diversité. Et c'est peut-être ça, la clé, pour répondre à la question du hype de la réalité. Il n'y aura pas une révolution des robots humanoïdes, du moins pas dans l'immédiat. Probablement pas, non. Il y aura plutôt une évolution progressive, avec des robots qui s'intégreront peu à peu dans nos vies, dans des domaines spécifiques, en apportant des solutions à des problèmes concrets. Oui, une approche plus pragmatique, plus réaliste. Exactement. Et c'est une vision qui laisse aussi plus de place à l'innovation, à la diversité, à l'adaptation aux besoins réels. Oui, c'est important de garder cette flexibilité. Alors, pour résumer cette deep dive, on peut dire qu'on est à un moment charnière pour la robotique humanoïde. Il y a un engouement réel, porté par les progrès de l'IA, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'inconnus, oui. L'avenir nous dira quelle approche l'on portera, celle des big tech avec leur modèle universel ou celle de la collaboration ouverte et de l'open source. Le match est lancé. Et pour suivre ce match avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. N'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager si vous l'avez apprécié. Et pour ceux qui souhaitent soutenir les projets artistiques de Philippe, vous trouverez le lien vers sa campagne de sociofinancement pour sa prochaine exposition photo dans les commentaires. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle deep dive dans l'univers fascinant de la science et de la technologie. À bientôt.